Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo très particulière. Donc pour ceux qui me connaissent et qui sont abonnés à ma chaîne, vous me connaissez. Mais voilà, aujourd'hui je viens parler d'un problème qui fait partie de ma vie et qui va faire partie de ma vie pendant longtemps. Et sur lesquels il y a très peu d'informations. J'ai regardé sur YouTube pour voir s'il y avait des vidéos françaises qui essaient d'expliquer un petit peu ce problème, et il y en a pas. Il y a peut-être une ou deux vidéos où on voit un petit peu, mais voilà, la plupart du temps c'est des vidéos américaines ou anglaises. Donc vous vous demandez certainement de quoi je viens parler. Donc je viens vous parler du plexus brachial. Le plexus brachial, alors c'est un petit peu compliqué d'en parler comme ça. Alors, il faut savoir que mon bébé qui a 9 mois, c'est une petite fille, elle s'appelle Roxane, et donc elle est née avec un plexus brachial. Donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, tout simplement c'est un étirement. Alors il y a étirement où ça peut aller plus loin, jusqu'à l'arrachement des nerfs. Moi en l'occurrence, ma fille elle a eu juste un étirement du plexus brachial qui a fait qu'à la naissance, son bras était inexistant, c'est-à-dire qu'on le levait, il retombait vraiment, c'est comme si elle en avait pas eu quoi. Donc elle pouvait pas s'en servir, elle est née avec la main comme ça. Donc au départ, moi je me suis dit ça y est, elle est tétraplégique ou voilà, il y a quelque chose. Non, en fait, c'est parce que quand les bébés naissent comme ça, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas la place de passer. Et que du coup les médecins se chargent de tirer, en fait. Ils tirent tout simplement sur leur bras, sur un de leurs bras. Et donc c'est ça qui provoque l'étirement ou carrément l'arrachement des nerfs. Donc il faut savoir qu'il y a un cas tous les jours. Un bébé tous les jours né avec un plexus brachial. J'ai été très mal informée dans le sens où à l'hôpital ils ont décliné toute responsabilité en me disant que ma fille n'avait pas eu de place dans mon ventre et que son bras était comme ça, tout simplement parce que voilà, elle n'avait pas de place et que ça s'était comprimé dans mon ventre. Alors il faut savoir que j'ai eu des échographies très régulièrement, surtout les derniers mois, parce que j'avais reçu un coup de pied, disons, à la piscine. Un petit coup de pied en bas du ventre, et que du coup j'avais des contractions un petit peu tout le temps. Et donc le médecin, l'échographe, qui faisait partie de l'hôpital, n'a jamais trouvé quoi que ce soit d'anormal. Il y avait absolument la place qu'il fallait, il n'y avait aucun problème. Et on n'a tout simplement pas voulu me dire qu'il y avait eu une faute professionnelle, parce que pour moi c'est une faute professionnelle. Et surtout, le pire c'est de ne pas l'admettre et de se couvrir entre les médecins. C'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal, parce que j'ai vu une première pédiatre qui m'a dit qu'elle n'avait pas eu de place dans mon ventre, et la deuxième pédiatre qui n'avait pas lu mon dossier m'a dit qu'ils avaient tiré. Donc elle faisait partie de l'hôpital, hein. Elle m'a dit non, j'ai pas lu le dossier. Non, ils ont juste tiré le bras de votre fille. Ah, je dis là ça change tout. Je dis parce que moi sur le carnet de santé c'est pas marqué, donc moi j'exige que vous le marquiez. Donc ça a été fait, mais il a fallu que je l'exige. Heureusement que j'avais regardé. Enfin voilà, je veux dire, il y a des choses qui passent pas et qui vont mettre beaucoup de temps à cicatriser. Enfin bref, j'ai eu très peu d'informations du coup sur le sujet. Il a fallu que je me renseigne par moi-même. Ça a été assez... Enfin c'est encore même très compliqué actuellement, parce que Roxane, elle a 3 fois par semaine le kiné. Et pas n'importe quel kiné, c'est un kiné spécialisé en pédiatrie, spécialiste vraiment
de tous ces problèmes-là. Donc on ne peut pas aller n'importe où. Heureusement pour nous, on a un cabinet qui est pas loin, qui est à 20 minutes, une demi-heure. Et donc voilà, je viens ici pour témoigner en fait tout simplement pour tous les parents qui sont dans la même situation que nous, qui vivent des moments pas agréables et qui ont eu un accouchement difficile comme le mien. Il faut savoir que moi j'ai eu une grossesse tout à fait normale, j'ai pas eu de problème. Rien, tout était bien, nickel, il n'y avait pas de soucis. Je suis en train de, avec mon médecin traitant, de voir pour porter l'affaire devant un tribunal, tout simplement. Il y a eu beaucoup de fautes pendant que j'étais à l'hôpital. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais on m'a renvoyée chez moi alors que j'étais en train d'accoucher, en fait, tout simplement, en me disant que c'était un faux travail. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai pris tous les médicaments qu'ils m'avaient donnés et qui me paraissaient un peu beaucoup, parce que prendre de la Tarax quand on est enceinte, c'est plus fort que le Lexomil, donc 2 Atarax, 2 Spasfon, 2 Doliprane, un décontractant musculaire pour repartir, bon, bref. Donc j'étais complètement shootée pendant 24 heures. Là je sentais absolument rien. Voilà, je sentais plus mes contractions, ça c'est sûr. Mais si ça avait été vraiment un faux travail, le lendemain j'aurais pas perdu les os. Enfin ça se serait passé et j'aurais pas eu à nouveau mal dès que les effets du médicament se seraient estompés. Donc là en l'occurrence au lieu de me renvoyer dans un autre hôpital, non, ils m'ont renvoyé chez moi et en me disant qu'ils n'avaient pas de place. Très bien. Donc bref, tout ça fait qu'il y a eu beaucoup de choses, même après l'accouchement. Ils ne savaient pas ce que c'était que le plexus brachial à la radiologie. Enfin bon, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui font que ça passe pas du tout là. Là ça passe plus. Et quand la kiné de ma fille m'a dit l'autre jour... oui, ça va durer assez longtemps. Je lui dis c'est-à-dire, parce que bon, moi je pensais que ça allait durer 1, 2, 3 ans, quoi. Ça allait pas durer énormément de temps. Elle m'a dit non, jusqu'à ses 10 ans. Je dis quoi? Jusqu'à ses 10 ans, voilà. Donc il faut savoir qu'un plexus brachial, eh bien, ça met beaucoup de temps à se réparer. Et que c'est douloureux pour les enfants. Même pour les adultes qui ont un plexus brachial, hein, enfin pour les enfants qui naissent comme ça, voilà, ils ont toujours été comme ça, mais ça peut aussi arriver dans un accident pour un adulte ou voilà, quelqu'un qui avait un bras tout à fait normal. Ça fait très mal parce que voilà, les nerfs sont vraiment touchés et donc, si vous voulez, le bras est tiré, voilà, et donc ici aussi c'est tiré, forcément, ça tire tout là. Donc c'est ça en fait le plexus brachial. Donc ça peut être douloureux pour les enfants selon s'ils sont le chaud-froid, la différence de température, donc c'est assez difficile parce que quand on a un bébé, en plus quand c'est le premier, et quand vous mettez votre bébé à l'eau ou quoi et qu'il pleure, bon ben il faut peut-être voir si vous avez un bébé dans ce cas qui a un plexus brachial, il faut y aller progressivement et pas faire trop de différence de température. Pareil pour l'habiller, je vous le dis parce que vu qu'il y a très peu d'informations à ce sujet, vraiment je préfère être précise. Pour habiller votre enfant qui a un plexus brachial, vous commencez tout simplement par l'habiller du côté du plexus brachial. Donc si votre bébé il a un plexus brachial du côté droit, vous commencez à lui mettre la manche du côté droit et puis vous finissez par le côté valide. Pour enlever un vêtement, vous commencez par le côté valide et vous finissez par le bras qui a le plexus. Voilà, ça évite de forcer parce que vous n'arrivez pas à faire rentrer le vêtement, et ça évite d'avoir un autre traumatisme et d'avoir que votre bébé il ait l'appréhension que vous l'habillez ou que vous le déshabillez. Voilà, donc il faut savoir que moi ma fille elle a bien récupéré, vraiment. On ne pensait pas qu'elle récupérerait si vite. Donc
Avec les kinés 3 fois par semaine, on est vraiment arrivé à de bons résultats, mais c'est pas encore ça. C'est-à-dire que au kiné, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous le montrer dans d'autres vidéos où j'ai filmé ma fille carrément. J'ai filmé au début comment elle était. Donc je vais vous montrer tout ça après en vidéo sur d'autres vidéos que je vais vous poster juste après. Et donc qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Donc j'ai filmé ma fille pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu ce que c'est, si vous ne savez pas du tout ce que c'est, ou si vous avez un bébé comme le mien, hein. Comme ça, voilà, c'est bien qu'on puisse entre parents échanger parce qu'on a très peu d'informations, très peu de personnes à qui parler, parce que vu que c'est pas tellement... personne n'en parle quoi, c'est normal. On a l'impression nous en tant que parents qu'on a fait une erreur ou que c'est de notre faute ou... Enfin voilà, on n'est pas écouté. On n'est pas écouté, on se sent seul. Donc il y a le médecin traitant, voilà, il y a les kinés, mais il y a eu quand même, enfin moi pour ma part, moi j'ai été traumatisée de mon accouchement et je suis toujours. Je suis prête à refaire un enfant, mais je vais être super casse-couille, ça c'est clair. Je ferai pas les mêmes erreurs que j'ai fait pour mon premier enfant. Les erreurs, donc erreurs dans le sens où je me suis laissée faire. Quand on m'a dit que c'était pas la peine de me faire vous savez, la radio pour voir si au niveau des os de votre bassin, votre bébé allait passer. Ça on n'a pas voulu me le faire. Non, il n'y a pas de raison à ce qu'on vous le fasse. Alors que quand même je suis petite, je suis 1m57 et mon conjoint était un gros bébé à la naissance. Ma fille avait un poids normal, quand elle est née elle faisait 3,360 kg. Mais moi je voulais le faire parce que je sais pas, je le sentais. Je le sentais, j'avais besoin de le faire. Je voulais le faire, mais on m'a dit non, on fait pas ça s'il n'y a pas de nécessité. Voilà, donc quand on est enceinte, ce que je conseille aux mamans qui me regardent et au papa aussi, fiez-vous à votre instinct. Si vous ressentez le besoin de faire un examen qui n'est pas forcément nécessaire, battez-vous pour le faire. Parce que moi, si je m'étais plus battue, si j'avais pas fait l'erreur de leur dire c'est bon, je vais pas le faire, et peut-être qu'on aurait vu que ma fille passait pas. Et du coup, elle serait née en césarienne, normalement, et elle aurait pas eu de problème. L'accouchement se serait bien passé. Je préférais franchement avoir une césarienne que d'avoir souffert comment j'ai souffert, quoi. Donc voilà, vraiment écoutez votre instinct. Faites en sorte qu'on vous écoute. C'est vous la mère, c'est vous les parents. Personne ne doit vous dire comment gérer votre enfant, comment faire pour faire les examens, parce qu'on a tout le temps, souvent des examens. Si vous sentez qu'il y a quelque chose, franchement, vous foncez, quoi. N'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas, quoi. Et dans le sens où je disais que j'avais fait des erreurs, voilà, c'est ça mon erreur. C'est de m'avoir laissé marcher dessus et de pas avoir un... Quand on attend son premier enfant, c'est sûr on connaît pas, on sait pas, on se dit que c'est normal. C'est des médecins, ils savent ce qu'ils font. Certes, ils savent ce qu'ils font, mais ils sont pas à notre place. Donc quand vous avez un instinct, je l'avais cet instinct de me dire non, je veux faire cet examen. J'ai pas assez poussé les choses, j'ai pas assez... Alors je vais pas me culpabiliser pendant des années, hein, mais je me dis que si j'avais plus insisté, si j'avais été plus soutenue, même pas forcément par la famille, mais par les médecins, s'il m'avait dit plus, vous pensez vraiment, s'il m'avait vraiment écouté, s'il m'avait posé la question à savoir pourquoi est-ce que vous voulez faire cet examen, déjà rien que le pourquoi, je leur aurais dit, je le sens, je sens qu'il faut que je le fasse, c'est tout. Voilà, rien que ça, écoutez franchement votre instinct, et même à la naissance, hein, je veux dire, on va vous dire, mais il faut faire comme si, ou même votre famille va vous dire, mais pourquoi ils font pas comme ça,
vous mettez dans votre bulle. Hein. Moi c'était pour le lait, il y a eu pour le lait, il y a eu pour pas mal de choses, on m'a cassé la tête, à savoir du lait hypoallergénique, du lait pas nani nana. J'ai dit ben merde, vous me faites tous chier. Je me suis mis dans mon coin et j'ai fait à ma sauce. Et ma fille n'a pas de lait hypoallergénique comme à la maternité, il fallait absolument qu'il y ait un lait hypoallergénique. Elle a un lait qui lui va parfaitement. Et il n'y a plus aucun problème de colique, de digestion ou quoi que ce soit. J'ai fait comme je voulais, j'ai pris un lait au pif que je sentais. J'ai vu ma boîte Modilac Confort et j'ai dit c'est elle. Et bien c'était elle. Ça a très bien marché. Donc comme quoi vraiment faites à votre instinct. N'allez pas écouter ce que dit l'un, l'autre. Chaque enfant est différent, chaque parent est différent. Donc faites, vous les parents, c'est vous. C'est vous qui devez envelopper pardon, l'environnement. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est vous qui allez façonner le monde extérieur de votre enfant. C'est vous qui devez maîtriser pendant qu'il est... Quand votre bébé naît, vous maîtrisez. Je veux dire, allez pas vous laisser marcher sur les pieds pour ce qui est des vaccins, etc., etc. Vous faites comme vous le sentez, franchement. Bref, ça c'était important que je vous le dise parce que moi, ben, j'ai pas fait, j'ai écouté, voilà, comme une... J'ai dit oui, 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 amen à tout. On a dit amen à tout, alors que ben, ça aurait pu se passer autrement. Donc pour le prochain, il est clair et net que je vais être très 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 casse-couille et que si on me renvoie chez moi en me disant « Ah mais c'est du faux travail », je m'en fous. J'irai à un autre hôpital et vice versa. Alors là, je vais faire tous les hôpitaux que je vais trouver, mais il est hors de question que ça se reproduise. Hors de question. Et je trouve ça impressionnant qu'il y ait encore un enfant tous les jours qui naisse avec un plexus brachial. Donc, j'ai mené, disons, ma petite enquête personnelle, vu qu'il n'y a aucune information. Hein, on est seul, hein, on est seul au monde hein, quand on a un problème comme ça. Quand votre enfant il est tout petit, il vient de naître et... C'est dur parce que vous vous demandez s'il a mal, pourquoi il pleure, pourquoi... Vraiment, vous vous demandez est-ce que c'est normal, parce qu'après vous êtes tout le temps en train d'être autour de lui, de savoir est-ce qu'il va bien. Vous avez peur aussi que les autres enfants, parce que bah, les autres enfants sont brutus, sans vouloir être méchants. Les enfants, entre eux, ben, ça joue, ça crie, ça fait peur, voilà, je veux dire, c'est impressionnant des enfants pour un bébé. Bon, ben moi la mienne, j'ai cette appréhension que les enfants, ben, ils aillent prendre son bras ou... Voilà, les enfants, ça joue, ça se prend les jouets, c'est brut, c'est pas doux. Donc moi j'ai cette appréhension-là, qui fait que je pense que c'est lié à ça, ma fille doit le ressentir. Et dès qu'il y a des enfants, des petits, pas forcément des grands qui vont à l'école et qui ont 5-6 ans quoi, mais vraiment les petits qui marchent à peine ou qui découvrent, hein, qui ont à peu près 3 ans, et ben voilà, j'ai cette appréhension et du coup je pense que ma fille le ressent et elle a peur. Elle a peur, elle pleure. Donc elle ne supporte aucun enfant de moins de 3 ans. Je pense que c'est moi qui j'essaye de pas lui montrer, hein, mais c'est super compliqué de se dire non, faut absolument pas que ma fille puisse se faire à nouveau tirer le bras. Parce que voilà, moi ma fille, du coup, à cause de ça, elle est souvent comme ça, parce qu'elle a peur. Elle a peur qu'on lui fasse mal, qu'on lui tire le bras et que ça lui fasse à nouveau un traumatisme. Et ça, elle le fait plus trop depuis quelques temps, mais dès qu'elle a peur, hop, elle se met comme ça. Donc voilà, donc moi j'ai un problème à ce niveau-là maintenant, c'est que voilà, ma fille supporte pas d'être avec les autres enfants. Je pense que c'est à cause de moi. Mais voilà. Donc je me suis renseignée, ça va être long cette vidéo, je le sens. Je suis désolée, mais il faut absolument en parler, vu que personne n'en parle. Donc je me suis renseignée, moi de mon côté, sur internet, j'ai cherché à peu près partout. J'ai trouvé une association, l'association ABRAS, donc A-Bras, B-R-A-S.
qui s'occupe voilà, des enfants et des parents qui sont dans notre situation, qui ont un enfant, qui sont nés avec un plexus brachial. Donc cette association est basée dans le nord, quoi, c'est vers Paris. Et donc vous pouvez souscrire, adhérer, etc. Il y a régulièrement des manifestations où il y a des échanges entre parents, etc. Bon, moi mon souci c'est que j'ai pas adhéré à cette association parce que je suis loin, je suis à Bordeaux et que je vais pas faire les allers-retours, sachant que du coup à cause de ce problème là je ne peux pas retravailler avec ma fille qui a 3 fois par semaine le kiné, c'est pas gérable, et avec les horaires de mon conjoint c'est pas gérable non plus. Une nounou c'est pas gérable puisqu'elle va pas la mener avec tous ses autres enfants. Une assistante maternelle, c'est pas le taxi, et voilà, c'est 3 fois par semaine, c'est contraignant, bon voilà. Du coup je peux pas retravailler. Donc je vais pas avoir les moyens d'aller sur Paris, aux alentours de Paris pour rencontrer des parents qui sont dans ma situation, etc. Je pense qu'il y en a près de chez moi, mais où on ne sait pas parce qu'ici il n'y a rien. Il n'y a pas d'association qui s'occupe de ça. Donc, ou alors je ne la connais pas. Donc si vous me voyez, ce serait bien que vous me fassiez un signe parce que je suis un petit peu seule. Je me sens seule. Et donc voilà, ils organisent régulièrement des manifestations. Et alors j'ai contacté moi directement la directrice. Elle a été très gentille. Elle est vraiment très très gentille. Donc elle m'a donné, elle m'a posé des questions sur comment ça s'était passé, etc. L'accouchement, naninana. Et donc elle m'a donné une adresse. Donc c'est sur Paris. C'est le docteur Frédéric Teboul. Il est associé avec le docteur Goubier. Ce sont deux... comment je vais y arriver? Ce sont des chirurgiens... je ne vais pas retrouver le nom. Ce sont des chirurgiens qui sont spécialisés dans tout ce qui est mains, bras, épaules. Voilà, dans le plexus brachial, fait exactement partie de leur compétence. Je me rappelle plus. Ça c'est fou, j'ai un trou. Ce sont des... je me rappelle plus. Oh là là. Bon. Enfin, ils opèrent, voilà, ce sont des chirurgiens, voilà, qui regardent si au niveau des nerfs, etc., ça s'arrange ou pas. Et si dans le cas où il y a un arrachement des nerfs ou si vraiment les lésions sur les nerfs sont trop importantes, ils vont faire une première opération, ce que j'ai compris, à savoir, donc ils vont ouvrir, je crois, c'est par là, enfin ça dépend où aussi, où les lésions se situent en fait. Et en fait ils vont tester les nerfs un par un. Et après on peut aussi faire de la greffe de nerfs. Donc voilà, moi ma fille a bien progressé, donc du coup on a arrêté d'aller voir le chirurgien qui est chez moi, puisqu'il n'y avait plus l'utilité d'aller le voir vu que voilà, elle progressait, etc. Donc maintenant je vais voir une rééducatrice fonctionnelle. Et cette rééducatrice fonctionnelle a mis en place une attelle pour ma fille. Donc je l'ai là. C'est une attelle à mettre toutes les nuits. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous pouvez choisir le petit... c'est sympa. Ça apporte de la joie un petit peu. Vous pouvez choisir les couleurs. Moi disons j'ai pu choisir les couleurs parce qu'il faut choisir les couleurs. Bon. Donc si vous voulez, ma fille, bon, elle est née, elle avait le bras comme ça, voilà, qui tombait, il était mort, hein, c'était vraiment un truc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour commencer? Ils ont commencé à étirer, à essayer pour faire la flexion du coude. Ensuite, donc elle y est arrivée au bout de 3 mois, elle a commencé à plier son coude. 2 mois et demi, disons. Ensuite, donc,
il y a plusieurs atteintes du plexus, avec le plexus brachial. Il y a des bébés qui vont naître et ils vont même pas bouger leurs doigts. Moi, ma fille, elle bougeait ses doigts. Donc quand les bébés ne bougent pas leurs doigts, c'est que c'est plus grave. Malheureusement, quand les bébés ils n'arrivent même pas à bouger leurs mains, malheureusement c'est que c'est encore plus important au niveau des séquelles. Moi, en l'occurrence, la directrice de Abra que j'ai eu au téléphone, elle m'a dit que les plexus brachiales, c'était vraiment très très rare que ça s'améliorait. Enfin que les enfants, disons, reprenaient, avaient après une vie normale dans le sens où ils en gardent des séquelles. Voilà. Ça peut être plus ou moins grave, plus ou moins important, plus ou moins handicapant. Il y a des gens qui vivent très bien avec un plexus brachial. Mais il faut savoir que c'est pas souvent que les enfants arrivent à récupérer la motricité, disons, normale. Donc l'attelle, on fait des étirements, etc. La main, etc. Pour que... Moi, la mienne, en fait, ma fille, elle est née comme ça, mais comme ça en plus. Parce que quand ils ont tiré, ils ont dû lui tourner, certainement, le bras, donc du coup, avec la main. Donc, du coup, elle est souvent comme ça. Elle est souvent comme ça. Donc, on a fait en sorte, justement, d'avoir le contraire. Pour avoir tout ce qui est aussi supination, etc. Donc maintenant, elle bouge son bras, elle s'en sert, etc. Maintenant, on est plus dans le sens où on va aller lever les objets ou attraper, essayer de lever son bras. Bon, ma fille, elle fait ça. Voilà, elle est comme ça, avec ce bras. Elle ne peut pas le lever plus haut pour l'instant. Bon, c'est bien parce qu'avec ma fille, là, en ce moment, elle essaye de nous imiter. Donc quand on lui fait ça, elle fait ça. Mais au moins on peut voir jusqu'où elle peut aller. Donc c'est bien, surtout quand on est parent et qu'on a un enfant qui est dans cet état, c'est bien de ne pas en faire toute une histoire. Je le dis parce que c'est vrai qu'il y a des parents qui doivent sûrement être affolés, comme on l'est tous, mais qui vont peut-être transmettre plus de peur, plus d'anxiété, d'angoisse et de... Donc quand on est à la maison, on joue, mais on n'est pas au kiné. C'est-à-dire que lui faire les exercices que les kinés lui font faire, c'est bien, mais faut pas que ce soit dans le même but. Disons, il faut que l'enfant il joue, il sente que vous jouez avec lui, pas pour son bras, parce que vous avez envie de jouer avec lui, et que vous l'aimez, mais que le bras, oui, ok, mais faut pas que ce soit une obsession. Sinon, votre enfant, il va le sentir et ça va pas bien se passer après au kiné. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous le stimuler de temps en temps. Bon, moi, je l'ai stimulé un petit peu tous les jours, les premiers temps, les 3 premiers mois vraiment, où je lui faisais dans le bain, mais c'était toujours en jouant. C'était et puis faut aussi ce qui est bien aussi, c'est voilà de les mettre en avant dans le sens où quand ils arrivent à faire quelque chose, même si c'est pas bien fait ou que voilà, faut dire bravo, c'est bien. Et puis là ils sont contents. Du coup ils sont plus souvent à le faire, à faire le mouvement ou le geste. Donc c'est bien voilà de pas en faire toute une histoire et de laisser les kinés faire leur boulot. Et nous, on est parents, on fait notre boulot de parents, on aide les kinés, mais il ne faut pas qu'on les remplace. Sinon, après, la relation entre vous et votre enfant va en pâtir, quoi. Donc ça c'est pas bien. Donc, il y a plusieurs petites choses à faire. Les kinés, quand on part, quand on ne peut pas y aller, bon, elle me dit, bon, ben là, vous lui faites un peu ça, ou un peu ci, Moi j'étire pas trop parce que j'ai un peu peur d'étirer, de faire les étirements, c'est assez... quand on connaît pas tout ça, c'est assez impressionnant de faire ça sur un petit. Et puis voilà, on n'est pas très sûr de soi. Moi je préfère ne pas faire d'étirements, mais faire des petits jeux, aller lui faire attraper des choses un peu plus en hauteur, etc. Voilà. Donc, il y a tellement de choses à dire là-dessus que...
que c'est assez long en fait à tout expliquer. C'est pareil, donc les premiers temps vous allez être avec votre enfant au kiné, vous n'allez pas le laisser, vous allez assister aux séances, donc c'est bien parce que vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu de ce que votre enfant fait, etc. Et pouvoir peut-être reproduire quelques petits jeux à la maison. Moi en l'occurrence depuis 2 mois, quelque chose comme ça, ben, je vais plus avec ma fille parce que ma fille, ben, elle me regarde et elle pleure. Donc en disant au secours. En gros c'est au secours viens m'aider, je veux plus aller au kiné. Donc maintenant on a décidé de, ben, je la laisse toute seule avec la kiné. Ça se passe beaucoup mieux qu'avant. C'est un peu difficile parce que bah, elle avait 7 mois et demi, donc c'est un peu chaud quoi. Je veux dire, on laisse son bébé... ça fait quelque chose quand on se dit bon ben on peut plus assister aux séances, on est encore exclu, mais bon si les séances se passent mieux c'est bien. Du coup c'est pareil, voilà, souvent moi la rééducatrice fonctionnelle m'avait dit il faut mettre votre fille systématiquement sous Doliprane pour aller faire les séances de kiné. Alors moi je suis pas du tout pour. Et je lui ai dit que moi je voyais pas trop l'intérêt. Alors elle m'a commencé à me dire oui mais faut pas que votre enfant ait mal, vous vous rendez compte, si quand elle va au kiné elle a mal. Bon ok, il y a de temps en temps je pense qu'elle a mal. Quand on fait des étirements qui sont douloureux etc. Je pense que oui il y a des étirements qui doivent être un peu plus douloureux. Mais il faut savoir que les enfants atteints d'un plexus brachial, ils vont au kiné souvent. Et que aussi de temps en temps ils en ont ras le bol et ils en ont marre de voir les kinés, voilà, tout simplement, et donc du coup ils pleurent. Alors c'est un peu difficile de savoir si c'est des caprices, si c'est parce qu'ils en ont marre, si c'est parce qu'ils ont mal, voilà. Il y a des moments on sait quand est-ce qu'elle a mal, donc dans ce cas quand on fait des séances avec étirement, la kiné me prévient et me dit bon cette séance on va faire des étirements donc il vaut mieux peut-être la mettre un peu sous Doliprane pour pas qu'elle ait mal. Mais ça, il faut communiquer avec votre kiné. Votre ou vos kinés. Moi, j'en ai 2. Donc, faut vraiment communiquer. Parce que voilà, moi, le Doliprane systématiquement, je trouve pas ça bien. Dans le sens déjà que ça shoote complètement ma fille. Alors, je sais pas si ça le fait sur tous les bébés. Hein, mais moi, ma fille, elle est complètement shootée. Et ensuite... Ensuite, et ben voilà, les enfants s'habituent à avoir du Doliprane constamment. Puis le jour où vous allez avoir besoin de lui donner du Doliprane parce qu'elle est malade, elle a de la fièvre, donc il y a un problème, que vous avez besoin de Doliprane, mais ça fera plus effet. Voilà, c'est tout con, hein, mais moi c'est ce que je me dis. Donc le Doliprane, on l'a mis de temps en temps sous Doliprane parce que je le sentais. La kiné n'était pas forcément au courant, mais je la mettais sous Doliprane parce que je sentais qu'elle avait mal. C'était un moment où, pour moi, elle avait mal quand elle allait au kiné parce qu'il y avait beaucoup d'étirements. Donc je la mettais pas systématiquement, ça a duré peut-être 1 mois. Mais c'était pas à toutes les séances que je lui mettais le Doliprane. Mais voilà, j'ai dit au kiné, je sens que là, ce temps-ci, c'est plus douloureux qu'avant. Donc voilà, comme je dis, faites comme vous le sentez. Faites à votre instinct, si vous sentez que votre enfant il a mal, eh ben, vous le mettez sous Doliprane. Après, s'il a mal systématiquement, après il n'y a pas le choix, quoi. Je veux dire, vous n'allez pas laisser votre enfant souffrir, ça dépend aussi des lésions. C'est toujours pareil, ça dépend vraiment des lésions, de comment ça évolue. Et voilà, si c'est plus grave que ma fille, ben oui, dans ce cas, on ne va pas laisser souffrir son enfant, c'est hors de question. Ça c'est sûr. Donc voilà, je voulais parler de ça au niveau du Doliprane. Voilà, c'est vrai que quand les enfants sont petits et qu'ils parlent pas encore, c'est assez difficile de savoir, de se positionner par rapport à ça. Est-ce qu'elle a mal? Est-ce qu'il a mal? Est-ce que c'est parce qu'il en a ras-le-bol? Voilà. On sait pas trop. On sait pas trop et bon. Bon après, au bout d'un moment, on commence à savoir quand même. D'un moment on se dit attends, hein, elle rigole à moitié, elle pleure, faudrait pas pousser. Mais au début c'est vrai que c'est difficile de savoir. Et puis voir votre enfant souffrir, alors vous êtes là et vous pouvez rien faire et puis votre enfant il vous regarde avec des yeux,
Il y a eu plusieurs fois où j'ai failli pleurer au kiné, hein, parce que c'est assez dur. Je pense que c'est dur. C'est dur moralement. C'est assez c'est compliqué à gérer. Donc, je vais vous présenter cette attelle, du coup. Vu que ma fille, elle avait des problèmes, elle avait un peu mal, etc. quand on étirait, la kiné avait commencé à lui faire juste une petite attelle. Elle l'a fait en 10 minutes. Hein, c'était une espèce de petit truc en résine, vous savez. Et puis en fait, on lui mettait au niveau du coude, comme ça, elle ne pouvait pas plier. Et du coup, elle avait le bras tendu toute la nuit. Donc ça se passait très bien. Et dès le moment où on a commencé à lui mettre cette attelle, et ben, les séances de kiné étaient beaucoup plus détendues, elle pleurait plus. Voilà, clairement, elle pleurait plus, elle n'avait plus mal. Et ça a beaucoup servi. Donc, ensuite, quand même, quand on a revu notre éducatrice fonctionnelle, elle nous a fait faire une vraie attelle. Donc, c'est une attelle qui se présente comme ça. Donc, on met tout simplement la main comme ça, en fait. Vous allez avoir... voilà, avec le pouce qui dépasse ici. Donc, le bras va être tendu. Hein. Le bras d'un bébé, hein, là c'est ici. Ça va de là jusqu'à la main. Hein. Donc, voilà le bras de ma fille. Et donc après, il y a le système des scratchs. Donc là, vous avez des petits coussinets pour éviter que ça lui comprime trop. Pour que ça tienne bien aussi. Et vous alors, vous allez me dire, mais les scratchs ils sont dans tous les sens. Oui, les scratchs sont dans tous les sens parce que ma fille elle a trouvé la combine de se les enlever. Forcément. Ma fille est très intelligente. Je sais pas, vous les parents, ce que vous pensez de vos enfants qui ont un plexus brachial. Mais il paraît que les enfants qui ont un plexus brachial, ils sont assez... ils ont un sacré caractère. C'est ce que la kiné m'a dit et ils sont très intelligents. Ils arrivent à vivre avec un plexus brachial dans le sens où, je peux pas faire comme ça, je fais comme ça. Ma fille, elle fait comme ça. Pour lever son bras, elle le lève pas comme ça, elle fait comme ça. Donc maintenant, on essaye de lui faire comme ça, parce que voilà, mais elle est tout le temps comme ça. En train de lever son bras dans ce sens. Et les enfants, c'est fou, ils ont une capacité d'adaptation, franchement, que je leur envie, parce que nous, en tant qu'adultes, on n'est pas du tout dans ce